Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce 16e webinaire du réseau TRIS consacré à la protection des ressources d'eau douce et des ressources marines. Le réseau TRIS est un réseau d'experts qui met en commun sa compétence dans énormément de domaines qui, de près de loin, touchent aux questions sanitaires, environnementales, de transition écologique. Et dans une éthique, je dirais, partagée. Alors aujourd'hui, pour traiter de c'est le 7e webinaire sur la taxonomie, nous avons le plaisir d'accueillir deux éminents experts, Monsieur Lamy, qui est docteur en géologie appliquée et expert judiciaire, et Madame Eke, qui est experte naturaliste chez Calidris. Je me contenterai de faire un petit point de droit pour commencer, comme je fais habituellement. Puis je passerai la parole à Monsieur Lamy, puis à Madame, excusez-moi, j'ai un trou, Madame Eke, pour leur présentation, puisque je crois qu'ils se sont partagés cette présentation. Donc, je ferai un petit point de droit en rappelant simplement de quoi nous parlons. La taxonomie européenne est un système qui a été mis en place dans le cadre du Green Deal environnemental, du Green Deal tout court d'ailleurs, pour harmoniser les critères de sélection des activités qui étaient vertes et de celles qui ne l'étaient pas. Partant de cette base, le règlement du 6 juin 2020, qui est un peu la Bible de tout cela, a fixé les règles pour entrer dans la taxonomie des activités principales, parce qu'il faut savoir qu'il y a, en dehors des activités vertes, ce qu'on appelle les activités habilitantes, c'est-à-dire celles qui permettent à d'autres activités de se développer, et des activités de transition, mais on n'en aura pas besoin d'en parler aujourd'hui, je pense, pour le sujet qui nous occupe. Donc, le règlement fixe en fait deux critères pour pouvoir participer à cette taxonomie verte. Quels sont ces critères? Le premier, c'est de répondre à un objectif environnemental. Il y en a 6. La lutte contre le dérèglement climatique, l'adaptation des règlements climatiques, l'économie circulaire, la lutte contre les pollutions et nuisances, la protection de la biodiversité et des écosystèmes, et le dernier, dont nous allons parler aujourd'hui, qui est très important, qui est la protection des ressources aquatiques et marines. Protection et préservation et remise en état. Ça, c'est le premier critère pour être admis à la taxonomie. Il y en a un second, qui est celui de ne pas nuire de manière importante à un des autres critères. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, tout à fait être une activité très favorable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais éminemment défavorable à la protection des eaux. Eh bien, vous ne serez pas une activité verte. Voilà, donc nous allons aujourd'hui, avec nos experts, aborder la question technique de ce que l'on vise quand on parle de la préservation et de la remise en état de ces ressources. Je voudrais simplement préciser quelques éléments purement juridiques sur ce qui nous occupe, c'est-à-dire la protection de ces ressources. Alors, tout d'abord, le règlement dont je parlais tout à l'heure, du 6 juin 2020, fixe dans son considérant 26, rappelle tous les textes de droit communautaire qui, en fait, sont concernés. C'est les textes sur la pêche, les textes sur l'eau, sur la qualité des eaux de baignade, sur la protection des eaux souterraines, sur la politique pour le milieu marin, sur les normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, sur les normes relatives au traitement des eaux urbaines résiduaires, sur un texte que les Français connaissent bien, qui est la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sur la qualité des eaux humaines à la consommation humaine, et enfin sur une décision de 2017 qui établit les critères
et les normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines. Voilà, ça c'est les bases communautaires sur lesquelles on s'applique. Ensuite, l'article 12 du règlement précise ce que l'on entend par activité compatible avec la taxonomie verte dans le domaine de la protection des ressources en eau. Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l'utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines. Et le point est important, lorsqu'elle contribue de manière substantielle, soit à assurer le bon état des masses d'eau, y compris les masses d'eau de surface et les masses d'eau souterraines, soit à préserver soit à prévenir la détérioration des masses d'eau qui sont déjà en bon état, ou lorsqu'elles contribuent de manière substantielle à parvenir au bon état écologique des eaux marines, ou à prévenir la détérioration des eaux marines lorsque celles-ci sont déjà en bon état. Alors, de quelles activités il s'agit? Celles qui protègent l'environnement des effets néfastes du rejet des eaux urbaines, résiduaires et des eaux industrielles, y compris en provenance de contaminants qui sont une source nouvelle de préoccupation, comme les produits pharmaceutiques et quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont les microplastiques. En protégeant la santé humaine, c'est le deuxième volet, des incidences négatives de la contamination de l'eau destinée à la consommation humaine, en faisant en sorte que cette eau ne contienne ni micro-organismes, ni parasites, ni substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine. Troisièmement, en améliorant la gestion et l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Je ne rentre pas dans les détails, je pense qu'on reviendra sur ce point. Quatrièmement, en assurant l'utilisation durable des services écosystémiques marins ou en contribuant au bon état écologique des eaux marines, notamment en protégeant et en préservant ou restaurant le milieu marin et empêchant de réduire la présence d'intrants dans celui-ci. Donc, voilà les activités économiques qui entrent dans le domaine considéré. Le règlement a prévu des actes délégués pour chacun des objectifs de manière à préciser de manière plus fine ce qu'il fallait entendre, tant en ce qui concerne les activités qu'en ce qui concerne le fait de ne pas nuire gravement. L'acte délégué qui concerne notre domaine n'est pas encore sorti. En revanche, je vous renvoie à un document qui est très récent, qui est sorti en mars, qui s'appelle, qui est un document méthodologique 2022 de la plateforme sur la finance durable, qui apporte un certain nombre d'éléments sur ce point. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. Dans la petite note que vous pourrez télécharger, qui est jointe, que j'ai préparée, vous trouverez un certain nombre de précisions. Simplement, j'attirerai votre attention sur un type d'activité qui fait l'objet de beaucoup de développement. C'est celles qui sont les activités qui ont un bon niveau, qui ont un bon niveau par rapport aux autres en ce qui concerne la pression qu'elles exercent sur les milieux et en particulier sur l'eau. Question, est-ce que ces activités-là peuvent être considérées comme des activités vertes? Alors, il y a une réponse très nuancée qui dépend du point de savoir si on est dans une eau en mauvais état ou dans une eau en bon état. Vous trouverez également tous les éléments dans la petite note jointe. Mais on voit bien que là, on va rentrer dans des discussions qui sont extrêmement importantes, évidemment, pour les activités dont il s'agit, parce que je terminerai par là. Ce sujet de la taxonomie est un sujet qui peut paraître très barbatif, mais en fait qui est extrêmement important parce qu'il conditionne à terme la capacité des activités à se développer ou pas. C'est en fait un droit de vie et un droit de mort sur les activités, droit de mort à moyen terme. Mais dans la mesure où les fonds publics ne pourront aller progressivement que sur les activités vertes et où les entreprises, les institutions financières, les investisseurs devront expliquer dans leur reporting la part qu'ils consacrent aux activités vertes et celles qu'ils consacrent aux autres activités, avec bien entendu une pression croissante pour aller vers des activités compatibles avec la taxonomie, et bien des activités qui ne pourront pas être reconnues comme vertes auront évidemment les plus grandes difficultés à trouver des financements. Voilà, je m'arrête là
pour ces dispositions d'ordre général et je passe sans tarder la parole à Monsieur Lamy. Merci Madame Lepage. Je suis Alexandre Lamy, je suis docteur en géologie, hydrogéologie et expert de justice. Et donc, dans le cadre de ce webinaire, je vais vous présenter, on va dire, les actions concrètes qu'on peut porter en tant que technicien, qu'on peut apporter auprès des maîtres d'ouvrage publics ou privés, dans la réflexion, le montage, l'accompagnement de sujets ou de projets. Alors, je vais partager mon écran. J'espère que... Est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas encore. Ah. Alors... Partage. Et pourtant... Bon, Margot, je pense que c'est vous qui allez faire passer Oui. Je suis pas dans les présents. Je suis pas dans le. D'accord, je vais le faire. Je suis pas dans les présentateurs. Je sais pas pourquoi. Attendez, je vais revoir. C'est pour ça, normalement, vous l'êtes. Je vais reprendre la main. Voilà. Est-ce que vous voyez? Alors c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Ah c'est bon, mais. Voilà. Voilà. Merci. Bien, donc je vais commencer par resituer. Bon, Madame Lepage vous a déjà donné les grandes lignes du cadre dans lequel les actions de prévention, de remédiation peuvent s'insérer. Donc, diapo suivante. Alors, par contre, on entend quelqu'un parler. Je ne sais pas. Quelqu'un doit avoir un micro ouvert quelque part. Les actions de prévention, de remédiation s'inscrivent donc dans le cadre taxonomique, c'est l'objectif 3 du règlement sur la taxonomie européenne. Je passe assez rapidement parce que Madame Lepage a déjà fait la présentation. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est axé sur l'environnement physique des projets et qui vise donc à l'augmentation des critères de chaîne de valeur, l'augmentation du nombre et la puissance des objectifs environnementaux des projets. Pour rappel, dans l'article 19, les critères de sélection technique tiennent compte du cycle de vie, y compris des éléments provenant de l'évaluation existante du cycle de vie. Donc, quand on est sur des états dégradés de sol et d'eau, tout projet qui viendrait améliorer peut être valorisé dans ce cadre-là. Diapo suivante. Donc, les activités économiques prioritaires, agriculture, sylviculture, exploitation minière, fabrication, énergie, construction et bâtiments, services, transport, restauration, tourisme, approvisionnement en eau, assainissement. Donc, on voit qu'on a quand même un spectre assez large de projets concernés par les activités qui sont visées par ce dispositif. Diapo
suivante. Et donc, dans les 6 activités, les six activités alignées avec la taxonomie, on voit que lorsqu'on on agit sur le cycle de l'eau, sur les eaux notamment, donc l'objectif 3, on peut agir aussi parallèlement sur l'objectif 5, prévention et contrôle de la pollution, et l'objectif 6, protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Donc on a un levier qui est finalement très puissant vis-à-vis des activités qui rentrent dans le cadre de la taxonomie, et on diminue du coup l'impact potentiel du deuxième critère qui est ne pas causer de préjudice important sur les 5 autres objectifs. Diapo suivante. Alors, pour resituer un tout petit peu et rapidement le cadre physique de ce dont on parle, les ressources en eau, 99% de l'eau sur Terre est présente dans les mers et les océans et est considérée comme non potable, même si on sait qu'aujourd'hui, on sait traiter, on sait fabriquer de l'eau douce à partir de l'eau de mer, mais enfin, ce sont des processus qui sont très énergivores, coûteux. Moins de 1% d'eau douce est réputée potable. Donc, dans ce 1%, 99% de la ressource est souterraine. Les réserves mondiales, alors, ce sont des évaluations qui sont faites sur des bases statistiques, bien évidemment, ce ne sont pas des mesurages formels, hein, on est entre 10 et 16 millions de kilomètres cubes, donc ce sont des grandeurs qui sont difficiles à intérioriser parce que c'est tellement énorme. Et dans ces masses-là, tout n'est pas exploitable, bien évidemment. Pour se représenter les choses, je vous ai donné une idée de ce que ça représenterait. C'est une tranche d'eau de 75 mètres d'épaisseur sur la surface du globe. Voilà. Donc sur ce volume total, seul 1,5 million de kilomètres cubes à moins de 50 ans. C'est-à-dire que le renouvellement de ce stock se fait très lentement. D'une manière générale, il faut avoir en tête que tirer de l'eau d'un sol, d'un sous-sol, quel qu'il soit, c'est en général 5 à 10 fois plus facile que de réinjecter. Alors réinjecter soit de manière naturelle avec les précipitations, soit de manière anthropique avec de la réinjection par pompage, ou par injection. Diapo suivante. Alors, on voit que cette diapo vise à montrer le déséquilibre des volumes, de la répartition des volumes sur ces 10 à 16 millions de kilomètres cubes de réserve. Ce sont des chiffres qui sont tirés d'un rapport qui est très intéressant, un rapport récent de l'UNESCO de mars 2022 sur les eaux souterraines et les enjeux qui tournent autour de cette ressource. Diapo suivante. Donc voilà, là je vais développer des choses un petit peu plus techniques sur la pollution de ces eaux, la surexploitation, la méconnaissance de la ressource et les eaux bleues, ce qu'on appelle les eaux bleues, c'est-à-dire les eaux qui sont ouvertes à une exploitation d'eau potable. Diapo suivante. Donc au niveau mondial, on a une pénurie d'eau bleue essentiellement aujourd'hui liée au fait qu'on a à la fois un accroissement de la population mondiale, mais des difficultés à recharger les ressources. On estime que près de 4 milliards de personnes vivent dans des zones qui sont touchées par une pénurie d'eau d'au moins 1 mois par an. Et vous voyez avec le graphique que toutes les zones brunes, brun sombre, les pénuries sont quasi annuelles. Et on voit que c'est pas négligeable. Et c'est pas seulement les zones sahariennes, d'Afrique saharienne qui sont touchées. Hein, c'est toute l'Australie, l'Afrique du Sud, une partie de l'Amérique du Sud, une partie des États-Unis.
Et même si la Chine n'est pas dans ses couleurs sombres, la Chine qui est quand même extrêmement peuplée et l'Inde sont dans des zones qui sont très critiques, quoi. Diapo suivante. Voilà, un petit rappel aussi sur les prélèvements d'eau douce. Alors c'est un peu ancien parce que ce sont des statistiques qui ne sont pas renouvelées annuellement, mais on voit que l'enjeu sur l'agriculture, donc l'enjeu alimentaire, est très important. L'exploitation des ressources en eau constitue aujourd'hui pour trois quarts du volume est consommé par l'agriculture, donc par l'alimentation. Diapo suivante. Alors, un petit rappel sur le cycle de l'eau et les systèmes hydrogéologiques. Bon, on s'est réparti avec Cécile Equet les sujets, on va dire, superficiels pour Cécile et plutôt souterrains en ce qui me concerne. Voilà, donc tout le monde connaît un peu les grands principes du cycle de l'eau avec l'évaporation des masses d'eau, puis le transfert vers les parties des hauts des bassins versants, l'infiltration. Et j'ai rajouté sur ce schéma en quoi les ressources sont interactives avec les activités humaines. Donc, vous voyez sur la gauche l'agriculture qui, lorsqu'elle n'est pas suffisamment précautionneuse ou qu'elle utilise des produits phytosanitaires en quantité importante, elle peut impacter la ressource en eau superficielle et souterraine. L'habitat, bien évidemment, les industries, tout ça venant impacter plus ou moins les ressources, et tout ça se retrouvant in fine dans la ressource marine, hein, puisque le cycle passe immanquablement par les mers et les océans. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas encore assez au niveau de la population, d'une manière générale, le réflexe de penser que chaque fois que nous évacuons quelque chose par un lavabo, par des toilettes, etc., que tout ce que nous évacuons finit au niveau des océans. Et cette conscience-là, bien qu'elle soit croissante, est encore peut-être pas assez prégnante, quoi. Diapo suivante. Alors, pour vous faire percevoir en quoi l'approche technique de l'hydrogéologie et puis de la conception des projets interactifs avec les milieux peut valoriser un projet ou un territoire, je vais vous présenter deux cas qui sont pas forcément récents, mais qui peuvent illustrer, à mon sens, de manière assez parlante, la façon dont les techniciens peuvent mettre en valeur les projets portés par des investisseurs publics ou privés. Donc, le premier projet, c'est un projet dans la région dans le sud de la France, une friche industrielle urbaine. Et le deuxième, c'est une réhabilitation de décharges, de deux décharges, un stérile minier et une décharge de déchets ménagers. Et donc, vous allez voir comment on les a mariés. Diapo suivante. Donc, le premier site est un site à caractère industriel qui a été utilisé à la fin du 19e siècle par une fonderie. Donc, on avait sur l'emprise de ce que vous voyez sur la diapo, qui est en fait un parc de wagons, avant que cette industrie soit installée. Les fonderies qui étaient ici, qui fabriquaient des châssis de wagons et des châssis de camions, ont généré de gros dépôts de mâche fer, avec un impact fort sur la rivière qu'on devine au nord de la voie ferrée qui longe le site vers le haut de la diapo. Et ces mâches fer polluaient évidemment la nappe et la rivière avec
chrome, arsenic, mercure. Diapo suivante. Donc, au fil des années, ce site est resté industriel, il s'est transformé. Évidemment, à une époque où les sujets environnementaux n'étaient pas au cœur des politiques publiques, on a simplement entassé les industries. Diapo suivante. Et puis, à partir des années 70-80, la problématique environnementale gagnant dans la préoccupation des décideurs et l'industrie étant battue en brèche sur le territoire français au profit du tertiaire, cette zone a conservé, donc sur la partie gauche, vous voyez qu'il y a encore des ateliers, mais qui sont pour beaucoup transformés en tertiaire. Et puis, sur la partie droite, vous voyez le projet fini, c'est-à-dire qu'on a complètement réhabilité la moitié du site en curant la totalité des mâchefers et en les encapsulant dans un stockage que vous voyez sur la partie haute à droite, cette espèce de grande arc de cercle vert qui est un stockage. On a réhabilité la totalité du site, donc en 2 ans, les eaux ont été complètement nettoyées, les eaux de la nappe ont été complètement nettoyées, et on a valorisé une surface urbaine qui était un peu en déshérence, parce qu'avant d'en arriver à cette réhabilitation, le site est resté pendant une quinzaine d'années un peu à l'abandon, parce que personne ne voulait s'en charger, et il a fallu qu'effectivement la puissance publique rachète et réhabilite cet espace urbain. Voilà un exemple où on agit à la fois sur un foncier dégradé et sur des eaux souterraines largement impactées par des métaux lourds. Donc on a une double action à la fois de valorisation, on va dire économique, et une action environnementale forte sur les eaux souterraines. Le deuxième exemple, donc diapo suivante. Donc on est sur un territoire communal, toujours dans le quart sud-est de la France. Et vous voyez donc en haut, à droite de l'image, un terrain rectangulaire qui est un terrain sur lequel un stérile minier a été déchargé. Et en bas à gauche, la fameuse décharge d'ordures ménagères. Et vous voyez elle a été installée, comme malheureusement ça se faisait de façon très courante dans les années 70, elle a été installée au bord d'une grosse rivière, très perméable évidemment, avec des alluvions graveleuses. Et quand on est arrivé sur ces deux zones, alors le terril, qui était constitué de halles de minières de lignite, était sujet à des feux couvents fréquents, donc avec des fumées, une pollution olfactive, visuelle, et puis aucune gestion territoriale, hein, puisqu'on ne pouvait rien y faire dessus. Et puis la décharge elle-même crachait quand même un certain nombre de jus directement dans les eaux de la rivière et dans les eaux souterraines. Et donc, on nous a soumis ce sujet et la conception, il a fallu imaginer une conception qui permette de réhabiliter et de valoriser ces deux espaces. Alors, diapo suivante. Donc, la décharge, quand même assez imposante, hein, 700 mètres par 400 mètres, avec, au fil de la réglementation, des casiers qui avaient fini par être un petit peu mieux gérés, mais beaucoup de casiers vierges, c'est-à-dire sans étanchéité comme les stockages sont conçus aujourd'hui. Vous voyez que la rivière est vraiment très proche. Et sur la partie gauche de l'image, vous voyez le site du stockage de minier, un peu plus petit, hein, les deux sites sont à l'échelle, mais on avait quand même des dépôts sur une dizaine de mètres d'épaisseur.
Diapo suivante. Et donc, le projet a consisté à utiliser les volumes de halles de minières pour venir encapsuler la décharge, qui était en fin de vie, et constituer du coup une enveloppe à la fois étanche, parce qu'on a rajouté une étanchéité à l'intérieur du remblai qu'on a mis en place sur les déchets, mais aussi qui a constitué un support suffisamment résistant, suffisamment solide, pour pouvoir y installer un champ photovoltaïque. Puis garder une activité liée au territoire et aux besoins du territoire avec un centre de valorisation de boues de stations d'épuration et de déchets végétaux. Donc vous voyez que d'un site qui est une verrue avec des impacts directs et prégnants, permanents sur les eaux souterraines, on a encapsulé, arrêté les pollutions et valorisé un foncier qui était quand même largement compromis, parce que souvent les sites de stockage sont sujets à des tassements, sont sujets à des dégazages. Enfin, c'est assez compliqué de faire quelque chose sur un site de stockage. Et diapo suivante. Et sur la libération du foncier, eh bien, l'espace public, enfin, les pouvoirs publics ont pu construire un lycée, une salle des fêtes, un gymnase, un parc sportif, et donc remettre à disposition un foncier public qui était en déshérence, avec une valorisation que je qualifierais de remarquable, parce que d'une zone, on va dire, d'un no man's land, on a fait un lieu de culture et un lieu public, quoi. Voilà. Diapo suivante. Voilà, donc en conclusion, l'ingénierie environnementale, pour moi, se doit d'être positive. Elle contribue de manière indirecte, mais de manière très concrète à la remédiation des cours d'eau, la résorption des sites pollués, la valorisation des déchets, la valorisation d'un foncier, et puis la valorisation urbaine, c'est-à-dire la remise à disposition d'espaces pour la collectivité, plutôt que de laisser même réhabiliter, même protéger des espaces dont l'utilité pour le public n'est pas évidente, quoi, n'est pas, on va dire, quotidienne. Et tout ça, bien évidemment, en respectant la réglementation environnementale en vigueur sur le territoire français. Voilà. Voilà un peu les exemples enfin les cas, on va dire un peu emblématiques qui sont susceptibles d'être traités par la réflexion entre l'existant et la protection des ressources en eau souterraine notamment. J'en ai terminé. Merci. Merci, Monsieur Lamy. C'était très intéressant puis très concret, que ça montre bien que, quand on parle d'activités éligibles à la taxonomie parce qu'elles vont permettre la restauration des milieux, vous nous avez montré ce que c'était et surtout, j'ai trouvé très intéressant la mise en valeur du fait qu'on pouvait cocher 3 cases de la taxonomie en même temps. Ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Voilà, Madame Equet, vous avez la parole pour un quart d'heure. Je vous remercie. Vous visualisez bien les diapositives? Oui, ça fonctionne bien. Oui, c'est bon. Bon, bah, très bien. Merci pour cette introduction et pour cette présentation. Du coup, alors Cécile Equet, je vais déjà me présenter rapidement. Je suis ingénieure agroécologue, je travaille en tant que chef de projet chez Calidris. Et là, donc, je me permets aussi d'excuser Monsieur Bertrand Delprox qui n'a pas pu assurer la tenue de ce webinaire. Donc voilà, je me substitue à lui le court instant de cette intervention. Alors déjà, le plan de cette présentation, donc ça s'inscrit un peu dans la continuité de la présentation précédente, associée aux eaux souterraines. Nous, désormais, on va s'intéresser à la ressource voilà, plus superficielle liée aux eaux de surface.
Alors, un premier point pour poser déjà une première définition des milieux aquatiques et puis ressortir effectivement les enjeux qui en découlent. Ensuite, on abordera dans la continuité du cycle de l'eau qui a été présenté tout à l'heure, le cycle d'un point de vue des eaux superficielles. Ensuite, bon, les notions de bassin versant. Et puis aussi également évoquer la diversité des milieux aquatiques d'un point de vue de la biodiversité, parce que c'est un peu aussi notre corps de métier chez Calidris. Ensuite, je rappellerai brièvement bon, le contexte réglementaire lié à la protection en fait de ces espaces aquatiques et humides. Et enfin, on verra un petit peu comment concrètement on prend en compte ces milieux dans le cadre des projets d'aménagement pour lesquels on travaille dans le cadre des bureaux d'études techniques. Et enfin, bon, une rapide conclusion. Alors déjà, les milieux aquatiques, une première définition assez sommaire, ce sont des espaces qui sont intimement liés à la présence de l'eau, principalement douce, mais aussi salée ou saumâtre quand ils vont être situés à proximité du littoral. Ces milieux, ils sont en lien étroit avec l'ensemble des milieux naturels présents sur les territoires, savoir les milieux marins, avec le milieu pélagique, le milieu benthique, les milieux humides, donc voilà, les zones de marais, les tourbières, etc. Et aussi les milieux terrestres, tels que les prairies, les boisements ou les cultures. Ensuite, ces milieux aquatiques, ils sont importants dans le sens où voilà, ils présentent des enjeux variés. Donc déjà enjeu numéro 1 pour la biodiversité, parce que ce sont des espaces riches, voilà, qui abritent une faune et une flore vraiment inféodées et qui réalisent voilà tout partie de leur cycle de vie au sein de ces espaces. Et donc les milieux aquatiques cumulés avec les milieux humides, ça totalise une grande partie de la biodiversité à l'échelle de la planète. C'est quand même voilà, un enjeu important. Ensuite, deuxième enjeu, donc Alexandre l'a rappelé tout à l'heure, effectivement, c'est concernant la ressource en eau potable, parce que aujourd'hui, on assiste à une raréfaction, à une dégradation de la ressource. On l'a rappelé aussi tout à l'heure, voilà, c'est une ressource qui est très limitée, qui est très mal répartie à l'échelle de la planète. Ensuite, un troisième enjeu, c'est la gestion des risques, parce que les milieux aquatiques, ils participent à la maîtrise des risques, notamment inondations, des risques liés à la sécheresse. Enfin, quatrième enjeu, c'est concernant l'agriculture. On l'a vu tout à l'heure, voilà, l'agriculture est une grande consommatrice de la ressource en eau, pour l'irrigation notamment. Voilà, avec des besoins croissants pour la population qui augmente sur Terre. Voilà, l'enjeu, il est vraiment posé ici. Ensuite, ça va être aussi un enjeu pour l'énergie, parce que c'est une ressource qui va participer en fait à alimenter voilà, les centrales hydroélectriques ou voilà, les centrales nucléaires. Et donc maintenant, on va aborder des notions un petit peu conceptuelles concernant voilà, l'eau et les milieux aquatiques d'une manière générale. Donc là, cette diapo, elle va concerner le cycle de l'eau. Donc tout à l'heure, on parlait effectivement voilà, de la partie vraiment souterraine. Maintenant, on va s'intéresser, comme je disais tout à l'heure, à la partie située un petit peu plus en surface. Donc l'eau, voilà, elle circule en permanence à l'échelle du globe et va circuler en fait entre différents réservoirs et qu'on va un petit peu aborder aujourd'hui. Et donc voilà, c'est un système qui s'auto-entretient avec l'énergie solaire, etc. Bon, l'air, voilà, les phénomènes d'évaporation, de condensation, de transport et de précipitation. Et puis voilà, le ruissellement et les infiltrations plus en surface et en profondeur. Ensuite, la notion de bassin versant qui est importante. Voilà, parce que l'eau issue des précipitations, elle va s'écouler au travers différents milieux aquatiques, donc différents réservoirs qui sont répartis de l'amont vers l'aval, avant justement de rejoindre un exutoire final qui est généralement associé
aux océans. Et cette notion elle est importante parce que c'est vraiment l'unité de découpage fonctionnel des entités hydrographiques. Et on le verra aussi, c'est l'unité un peu réglementaire et de gestion de ces espaces. Ensuite, on va aborder maintenant la diversité des milieux aquatiques et des zones humides, parce qu'on observe donc une répartition vraiment amont et aval, avec des cours d'eau de premier ordre, des ruissellements qui se collectent au fur et à mesure en fait de la topographie. Et après, les cours d'eau s'élargissent, etc. Et ça occasionne des milieux et des espèces inféodées qui sont vraiment spécifiques et qui s'étagent en fait tout au long de ce bassin versant. Donc maintenant, c'est ce que je vous propose d'aborder, c'est la diversité des milieux d'un point de vue de leur structure morphologique, mais aussi de leur composition en termes de milieux naturels et puis d'espèces. Donc on l'a vu tout à l'heure, il y a différents réservoirs et ces derniers, ils résultent des interactions entre l'eau circulante et les espaces qu'elle traverse. Et c'est notamment en lien avec le climat, la géologie et la topographie locale. Donc, premier réservoir qui constitue les milieux aquatiques sont les cours d'eau, donc à savoir les ruisseaux, les rivières et les fleuves, pour le dernier maillon de la chaîne. Donc, c'est des écoulements de surface qui sont plus ou moins courants. On va avoir notamment des cours d'eau plutôt peuplement salmonicole dans les torrents amont. Et puis dans les parties plus aval, des peuplements plutôt associés aux cyprinidés. Beaucoup d'espèces inféodées, des poissons, des insectes, des oiseaux, etc. Qui sont liés notamment avec les écoulements, s'ils sont plutôt lents ou plutôt torrentiels. Ils sont aussi en contact avec une grande diversité de milieux humides, les marais, les prairies humides, les forêts alluviales. Ensuite, le second réservoir, ce sont les surfaces en eau, associées aux lacs, aux étangs ou encore aux mares. Là, on est sur des systèmes qui sont composés d'eau douce. Donc, ce sont des étendues d'eau qui sont plus ou moins profondes, liées essentiellement à des eaux stagnantes. Les espèces inféodées, pareil, elles sont assez variées, les amphibiens, les poissons, les insectes, oiseaux, crustacés, mollusques. On retrouve aussi des herbiers aquatiques, des hydrophytes qui s'étagent un peu en fonction de la lame d'eau. Différents milieux humides en lien également, les marais, les prairies humides ou les tourbières. Ensuite, troisième réservoir, les estuaires, les lagunes et les deltas. Là, on est sur des eaux saumâtres. C'est des eaux de transition en fait entre les eaux douces et les eaux salées. Et là, on va voir que les espèces inféodées, effectivement, elles sont un petit peu plus, elles sont différentes dans le sens où effectivement, il y a vraiment l'incidence du milieu marin sur ces espaces. Et que ça, en termes de salinité dans l'eau, ça conditionne du coup des espèces un petit peu différentes. Donc des poissons, des insectes, des oiseaux, des crustacés, des mollusques, une flore hallophile donc, qui supporte les teneurs en sel. Diversité aussi de milieux humides en lien. Là, on va être sur des choses plus atypiques comme les marais salants ou les présalés. Et enfin, dernier grand réservoir, donc on en parlait tout à l'heure, des zones humides. Donc c'est vraiment des espaces qui entretiennent des liens privilégiés avec les milieux aquatiques, qu'ils soient de surface ou souterrains. Et la définition qui en est faite, c'est que ce sont des espaces qui sont recouverts d'eau en permanence ou de manière temporaire, qui sont aussi caractérisés par une végétation typique. Donc, on parle d'espèces hygrophiles et dont le sol est marqué aussi par la présence d'eau. Et donc ça s'observe, c'est ce qu'on appelle les caractères hydromorphes des sols.
Ensuite, bah, voilà, tout un cortège d'espèces inféodées qui là aussi sont très nombreuses. Amphibiens, reptiles, poissons, insectes, oiseaux, crustacés. Donc voilà, on retrouve tout type de flore aquatique ou voilà, d'hydrophytes, hélophytes, les mammifères aussi également présents. Donc voilà, les forêts alluviales dont on parlait tout à l'heure, les prairies humides, les marais salants, les prés salés ou des végétations de type marais, tourbières. Tout ça qui s'inscrit, tous ces milieux en fait s'inscrivent de manière étagée au sein du bassin versant. C'est ce qu'on va voir sur la diapo suivante. Donc voilà, les tourbières, les prairies humides, des étangs qui peuvent être aussi voilà, plutôt artificiels. Il y a des naturels aussi, mais on voit que l'activité de l'homme, elle a aussi son incidence sur ces milieux. Et voilà, on voit qu'après, sur des parties plus situées en aval, on se rapproche effectivement des milieux marins. On observe voilà, les prés salés, les salants. Ensuite, il s'agit de faire un rapide rappel du contexte un peu réglementaire qui régit la protection et la gestion des milieux aquatiques et des zones humides. Donc, on ne va pas évidemment les détailler un par un, mais il s'agissait un petit peu de poser un petit peu les choses parce que c'est quand même des textes qui sont assez riches et variés. Donc voilà, début des années 70-80, on vient commencer à protéger un petit peu ces espaces. Et après, voilà, la réglementation s'affine un petit peu avec notamment la loi sur l'eau de 1992 ou encore la directive 4 sur l'eau, directive européenne de 2000, avec voilà l'introduction de la définition des masses d'eau, du bon état écologique, et puis aussi la définition des zones humides, des nomenclatures sur l'eau liées au projet d'aménagement. Et on a aussi l'instauration voilà, des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Et du coup, après, ce qu'on peut voir, c'est que la réglementation liée au milieu humide, elle est quand même assez récente. Donc voilà, ça permettait un petit peu de poser les choses, voilà, avec des prémices sur les milieux aquatiques, et après, bon, l'un n'allant pas sans l'autre, on vient, l'un ne vient pas sans l'autre. Du coup, voilà, c'était quand même intéressant de rappeler voilà, les règles, parce que les projets d'aménagement se doivent un petit peu de respecter et de s'intégrer dans ce contexte réglementaire. Donc voilà, c'était pour rappeler un petit peu là pour les notions de SDAGE et de SAGE, parce que ce sont vraiment des documents opérationnels qui vont régir en fait la gestion et la protection en fait des milieux aquatiques. Donc les SDAGE qui sont des schémas à très grande échelle, voilà, associés aux grands fleuves français. Donc on en a 7 voilà, sur la France métropolitaine. Et ensuite, chacun des SDAGE sont déclinés localement en SAGE avec voilà, des objectifs un petit peu territorialisés pour l'ensemble des grands bassins versants français. Maintenant, on va s'intéresser concrètement à voir comment on prend en compte de manière concrète les milieux aquatiques et les zones humides dans le cadre de projets d'aménagement. Donc les projets, oui. Est-ce que vous pouvez peut-être synthétiser un peu parce que je voudrais on termine dans 10 minutes. D'accord, ok. Non, pas de souci. Ouais, je vais passer assez rapidement. Alors, projet d'aménagement, il y en a qui sont vraiment variés. Voilà, ça peut être des infrastructures linéaires, des projets plutôt d'emprise. Donc, l'idée un peu, c'est de réaliser des pré-cadrages avec une collecte de données disponibles, des diagnostics sur site. Ensuite, on va appliquer ce qu'on appelle la doctrine éviter, réduire, compenser, voilà, pour assister la maîtrise d'ouvrage à définir des projets le moins impactants sur le milieu aquatique. Ensuite, on va proposer tout un panel de mesures complémentaires pour que le projet ait le moins d'incidence possible sur ces milieux.
Donc voilà, c'est ce que je vous proposais. Enfin, c'était d'aborder rapidement quelques mesures en fait d'insertion environnementale un peu générale sur les milieux aquatiques et les zones humides. Donc, ça va être de réaliser des ouvrages de franchissement vraiment transparents pour assurer la continuité hydraulique, écologique et sédimentaire, parce que ça, c'est vraiment un concept très important pour les milieux aquatiques. Voilà, proposer une gestion des eaux pluviales connexes différents projets. On va protéger les sols, les milieux, ou comme l'évoquait tout à l'heure Alexandre, voilà, des opérations de renaturation telles que les reprofilages, les reméandrages ou recharger en granulat, voilà, les cours d'eau pour retrouver vraiment une fonctionnalité. Pareil, effacement d'ouvrages, aménagement de passes ou de rampes sur des ouvrages existants. Et ensuite, voilà, gérer les milieux aquatiques et les zones humides. Donc ça, c'est des mesures de réduction et de compensation qui sont définies dans le cadre des projets. Voilà, et enfin, donc, pour conclure, ce sont voilà, il y a de nombreuses menaces qui pèsent sur les milieux aquatiques, pollution, réchauffement climatique, urbanisation, donc voilà, mécanisation agricole, qui conduisent à une raréfaction et à une dégradation de la ressource, rupture des continuités également. Voilà, la circulation des espèces et des sédiments ne se faisant plus, ça pose un problème. Sachant qu'en plus, ce sont des milieux aquatiques qui constituent, voilà, qui rendent de nombreux services écosystémiques, nourriture, eau potable, activités, loisirs, énergie, biodiversité. Et donc, il est essentiel aujourd'hui d'améliorer les connaissances sur l'état de ces milieux, parce qu'il y a encore des trous qui persistent, afin de garantir la protection, de pérenniser les usages ainsi que les services rendus. Et tout ça, ça se fera via des principes d'atténuation et de restauration pour justement améliorer la résilience et les fonctionnalités de ces milieux aquatiques. Voilà, ça, ce sont les références bibliographiques qui m'ont un petit peu aidé à constituer ce support. Et voilà, enfin, je vous remercie de votre attention. Merci, c'était tout à fait intéressant. Vous nous avez parlé des eaux douces. On a très peu parlé des eaux marines, oui. qui est évidemment un sujet majeur et dont il faut bien avoir présent à l'esprit. Mais M. Lamy l'a rappelé tout à l'heure, je crois, que de toute façon, tout ce qu'on fait finit toujours à la mer, d'une manière ou d'une autre. Donc, les problèmes des microplastiques, les problèmes des plastiques tout court, les problèmes des métaux lourds, la reconquête des océans, c'est quand même un sujet infiniment plus ample que celui de la reconquête des masses d'eau douces, qui est déjà un sujet colossal. Celui des océans, je pense que ce seront pour les générations qui viendront un sujet fondamental. Mais ce qu'on peut déjà faire, c'est toujours avoir présent à l'esprit que ce qu'on rejette à terre, ça part dans la mer. Voilà, c'est très simple. Voilà, donc merci infiniment pour vos deux présentations. Je me tourne vers Margot pour lui demander si nous avons des questions, Margot. Oui, nous avons une question. Est-ce que les inertes existants sur ces sites réhabilités étaient sans impact sur la santé des populations? Que faire quand ce n'est pas le cas? Je pense que c'est une question pour Monsieur Lamy. Oui. J'ai pas compris le début de la question. Est-ce que les inertes existants sur ces sites réhabilités étaient sans impact sur la santé des populations? Que faire quand ce n'est pas le cas? Alors, inerte, si c'est je ne sais pas ce qui est entendu par la personne qui a posé la question en matière d'inerte. En termes de déchets, quand on parle d'inerte, c'est que la qualification du déchet est suffisamment avancée pour montrer que le rejet ou l'impact qu'il génère est sans effet sur les populations. Donc, si on parle des déchets, et du coup on ne parle pas d'inerte, l'impact sur les populations n'était pas connu ou n'était pas existant sur les sites qui ont été réhabilités. Néanmoins, la simple réflexion du cycle de l'eau, et notamment pour la décharge, dont on voyait les tibias couler dans certains adous de la rivière, on ne pouvait que conclure qu'il y avait une contamination qui gagnait les eaux de rivière, les eaux douces. Et puis, par dilution, probablement devenait non impactante, mais c'est pas la dilution n'est pas un mode de remédiation valable, quoi. Hein,
voilà. Donc non, il n'y avait pas d'impact connu sur les populations. Et quand c'est le cas, c'est beaucoup plus compliqué parce que soit vous rentrez dans un cadre juridique avec des référés envers le pollueur, et là, il y a un cadre judiciaire qui se met en place et qui doit suivre son cours avec des analyses, des expertises, des études épidémiologiques parfois quand les cas sont très graves. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais… Il me semble que oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, quels seront les prochains défis à relever eu égard au réchauffement climatique et à la pollution? Je n'ai pas entendu le début de la question. Quels seront les prochains défis à relever eu égard au réchauffement climatique et à la pollution? Monsieur Lamy, chacun donnera sa réponse, puis ça servira de conclusion. Prochain défi, je pense que… après, je vais donner une réponse qui est très personnelle, hein, mais quand j'ai fait les rappels dans la présentation concernant la conscience qu'on doit avoir ou qu'on devrait avoir, parce que c'est l'état de conscience, il en est là, c'est d'avoir en tête que nos rejets finissent tous à la mer, tous, sans exception, pratiquement. Ou en tout cas, une grande partie finit à la mer. Je pense que le défi commence par là, quoi, parce que les décisions cadres sont une chose et elles sont positives, elles incitent les décideurs à faire des choses. Mais nous tous, en tant qu'individus, nous sommes les premiers acteurs, quoi. Et là, donc les enjeux, le premier enjeu, c'est nous-mêmes. Voilà. Madame Eke. Oui, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, avec la raréfaction des ressources, l'idée, ça va déjà être de préserver un petit peu l'existant, voilà, d'améliorer aussi nos façons de consommer, hein, comme on l'a abordé, voilà, améliorer en tout cas la résilience, voilà, des milieux et des territoires. Hein, Oui, je dirais que il me semble d'abord comprendre que la question de l'eau, puisque c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, est étroitement mêlée à celle de l'adaptation, enfin, du dérèglement climatique et de l'adaptation, parce que des premiers effets du dérèglement, ça se traduit par des problèmes d'eau, des problèmes de sécheresse, des problèmes d'insuffisance d'alimentation en eau. Monsieur Lamy en a parlé tout à l'heure. Et si vous avez des problèmes de quantité qui s'ajoutent à des problèmes de qualité, vous avez derrière des problèmes de pathologie croissants. C'est une évidence. Donc, je crois que le défi, c'est de comprendre ça et de trouver, je dirais pas de la joie, mais de trouver du sens, de l'intérêt, de l'envie, je crois que c'est le mot que je cherchais, à changer nos manières de faire pour assurer notre survie. Personne, quand il est chez lui, n'a dans l'idée de tout salir, de tout cochonner, de mal se comporter. Mais on est dans la maison commune, c'est la même chose. Et donc, je pense qu'il y a une vraie révolution des esprits à faire, que tous ces sujets ne soient plus considérés comme des contraintes, mais comme des nécessités, mais des nécessités qui donnent envie, quelque part, parce que c'est vivre mieux, c'est se sentir mieux, c'est assurer la vie de ceux qui nous entourent, assurer la vie du vivant, tout simplement. Et je pense que c'est quelque chose que nos jeunes, en tout cas, ont tout à fait compris. C'est plutôt nos générations à nous et celles du milieu, si je puis dire, qui ont plus de difficultés avec ça. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. C'était un webinaire extrêmement dense, intéressant. Vous pouvez bien entendu nous retrouver sur la chaîne YouTube et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour notre dernier webinaire TRIZ consacré à la taxonomie
et qui traitera des questions financières. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir.